Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source qui vous offre une vision et un éclairage unique sur l'industrie du sport et du divertissement. Toutes les 2 semaines, leaders de l'industrie et personnalités du sport partageront leurs visions, leurs astuces et les nombreuses facettes de notre écosystème. Nous vous ferons rencontrer d'anciens athlètes et hauts dirigeants d'organisations sportives, d'entreprises de médias et de technologies, de sponsors et d'agences numériques. Pour obtenir des informations et de nouvelles histoires sur ce qui se passe sur le terrain, c'est maintenant et c'est sur Le Corner. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Le Corner. Aujourd'hui, on a la chance de faire cet épisode avec Mathieu Lacombe. Mathieu Lacombe qui est en ce moment à Parme. Je suis accompagné aussi de Mathieu, éternel partenaire sur ce podcast, Mathieu Lille-Palette. Mathieu, je vais te laisser aujourd'hui faire l'intro de l'autre Mathieu, du coup Mathieu Lacombe, parce que vous avez une relation particulière, vous connaissez depuis quelques années, donc je pense que tu as beaucoup plus de choses à dire que moi. Matt, je te laisse la parole. Avec grand plaisir. Salut les gars. J'ai effectivement plein de choses à dire sur Mathieu, mais je vais pas toutes les dire. On va rester dans le cadre du podcast. Non, c'est un réel plaisir d'être avec vous deux aujourd'hui. Et effectivement, comme tu l'as énoncé dans le titre de Mathieu, on va parler performance, on va parler innovation, on va parler tech, parce que Mathieu est aujourd'hui Chief Performance Officer au Parma Calcio. Mais avant de rentrer dans le dur, Mathieu, et de nous parler de ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu peux te présenter? Qu'est-ce que tu as fait avant et comment tu es arrivé au poste qu'il tient aujourd'hui? Ouais, pas de souci. Écoutez, déjà, je suis ravi d'être avec vous, les gars, aujourd'hui. J'allais faire un commentaire sur la tenue de Mathieu Lille-Palette, qui est pour la première fois, qui ne porte pas de costume. Donc, on est vraiment à la maison. On est vraiment dans le salon. Non, écoutez, moi, je suis aujourd'hui Chief Performance Officer au Parma Calcio. Comment j'en suis arrivé là? Très simplement, après une carrière ratée dans le football, j'ai vite compris qu'il fallait que je me réinvente. Et donc t'es allé jusqu'où dans le football, du coup? Quand tu dis carrière ratée, c'est quoi? Écoute, t'as fait sport études Écoute, je te fais la version qui claque. C'est que j'ai joué en national. Maintenant, je te fais la vraie version. Je dois avoir 40 feuilles de match en national et 3 entrées ou 4 entrées sur le terrain, tu vois. Okay. Donc, je suis le seul mec en national avec plus de 95% de banc de touche sans rentrer, tu vois. On est déjà dans de la stat, là. Ouais. Donc, tu vois, j'ai vite compris qu'il fallait que je passe du banc de touche au banc de la fac. Donc, j'ai poursuivi par des études en sciences du sport. Puis, je cherchais absolument, va savoir pourquoi, à poursuivre après mon master et à faire une thèse. Donc, je cherchais à faire une thèse en sciences du sport à la fin de mes études. Et à cette époque-là, il n'y avait pas grand-chose dans le foot. Et j'ai trouvé une thèse qu'on appelle une thèse industrielle avec la fédé de rugby. Donc, je suis rentré en 2010. Je fais partie des 2 premiers étudiants en thèse à la fédé de rugby avec un autre mec qui s'appelait Julien Robineau. Donc j'ai fait 6 ans, enfin 3 ans de thèse. J'ai pas fait ma thèse en 6 ans, mais j'ai fait 3 ans de thèse. Et derrière, j'ai été embauché où j'alternais un rôle de prépa physique sur les moins 19, les moins de 20 des équipes de France, tout l'accompagnement scientifique de ces équipes de France-là. Puis après, la vie des staffs où en 2010, un staff, t'avais 6 personnes. Donc j'ai fait du sports code. On avait à l'époque, on testait du Prozone. Je faisais les GPS, les premières versions de GPS, tout en faisant la prépa physique. Donc, c'était top, je touchais à tout. Donc ça, voilà, 6 ans. Puis, à la fin de ces 6 ans, j'ai Martin Buchette, à l'époque, était au Paris Saint-Germain, qui m'appelle. Il cherchait un poste de sport scientiste. Donc, j'ai postulé. Je suis entré au Paris Saint-Germain. Donc, je te parle de ça 2016. 2016, ouais, Emery, staff Emery. Donc, j'entre avec le staff d'Emery, sport scientiste. Au bout de 2 ans, on développe un peu la structure. C'était l'époque Interro Henrique, donc on développe un peu la structure avec cette vision d'avoir ce qui s'appelait des team services un peu forts plutôt transversal au niveau du club. Donc, je prends en charge
La R&D, puis un peu l'innovation sur la fin. C'était quoi les ambitions quand tu parles de R&D, etc. en 2016? Du coup, c'est quoi? C'est d'amener, je sais pas, Ouais, du tracking de data, vraiment du lien performance, c'est plus de la donnée qui vous aidait à mieux comprendre certains ouais, éléments. C'est quoi en fait? ouais, c'est exactement ça. En 2000, je te parle de ça, 2016. Moi, j'arrive au club, on commence à gérer toutes les données GPS du club, donc mieux Ok. gérer la charge d'entraînement pour optimiser la perf, réduire un peu les risques de blessures. On a de plus en plus de données sur les matchs. Donc, on avait Opta, on avait tout le partenariat Stats Perform, hein. On a du tracking aussi. Donc, je commence à discuter, moi, avec les analyses vidéo de comment on peut maximiser un peu notre utilisation des données à ce moment-là. Et après, le truc qui a fait un peu game changer pour nous, c'est à l'époque, notre directeur sportif, il nous dit, c'est bien les gars ce que vous faites avec les pros. Maintenant, moi, j'aimerais qu'on passe à l'échelle un peu tout ça et qu'on commence à travailler avec centre de formation, qu'on mette en place les mêmes méthodologies de travail sur les féminines. Donc, on a vraiment une vision au niveau du club. Donc, à ce moment-là, on a renforcé les équipes. On avait rentré 3 personnes de plus dans les équipes pour mettre en place les mêmes process. Donc, on avait des volumes de données qui étaient plus importants et on a profité pour faire pas mal de projets de recherche sur l'optimisation de la gestion de la charge. On avait des projets en nutrition, on avait des projets sur la prévention des blessures, on avait pas mal de projets comme ça. Et dans ces années-là, les joueurs, ils sont déjà réceptifs à ce genre d'éléments? Après, c'est comme tout, tu vois, la grande question du DG, c'est toujours de dire et le joueur et le coach, est-ce qu'il est réceptif? En fait, le Ouais. but du jeu, le joueur qui soit réceptif ou pas, j'ai envie de te dire, au final, c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est que tu as vraiment un vrai management de la charge qui soit approprié. Et sur la partie technique tactique, c'est que ton coach il prenne les bonnes décisions. Que le coach il voit que les joueurs ils voient que ces prises de décision elles sont basées sur une quantité de données, des algos ou pas. J'ai envie de te dire, Ouais. c'est pas grave, tu Peu vois, importe finalement. Ouais. bah, en vrai, à part flatter mon ego, peu Ouais. importe. Je pense que la priorité, c'est comme tu l'as dit, Mathieu, c'est d'outiller les mecs déjà. C'est Ouais. que c'était une structure qui fait qu'en outil et en process, tu puisses prendre des décisions qui soient guidées. Le côté onboarding des joueurs qui est souvent quelque chose qu'on a envie de faire dans le foot et c'est normal. Je pense qu'il vient un peu plus tard dans le process. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, tu as de plus en plus de joueurs qui s'y intéressent. On le voit sur la data, mais on le voit sur les sujets plus poussés dont Mathieu parle. Et le gros challenge, c'est aujourd'hui réussir à parler le langage, c'est-à-dire à simplifier suffisamment pour que les joueurs s'y intéressent plus et aient envie de pousser un peu la réflexion et de réfléchir sur leur sport et la manière dont ils s'entraînent. D'ailleurs, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Mais moi, il y a une question qui me vient comme ça, Mathieu. T'as joué 12 ans à Pau, donc à un certain niveau quand même. Euh, Comment est-ce que cette expérience de joueur, de jeunes joueurs, voilà, qui faisaient des groupes en national, etc. Comment elle te sert aujourd'hui dans ce métier-là? Et je fais référence à la question de David. Est-ce que le fait d'avoir été joueur, ça te permet de les approcher un petit peu différemment, Ouais. toi, dans la manière dont tu travailles? Alors, moi, tu vois, j'ai fait, moi, tu parles de mon expérience dans le foot, mais j'ai fait 6 ans ou 7 ans dans le rugby, donc Ouais. je suis pas de ceux qui disent que pour être un bon sport scientiste dans le foot ou bon entraîneur, je mets à part, mais ou un bon préparateur physique, obligatoirement, faut que tu aies fait 15 ans dans le sport. Tu vois. Pour moi, faut que tu aies une compréhension du sport, ça, c'est indéniable. Maintenant que tu aies joué à bon niveau ou pas, j'y crois pas. Et le problème en plus tu sais, de cette mentalité de dire faut que tu aies joué pour que tu deviennes entraîneur et ainsi de suite. En fait, tu crées des circuits qui sont fermés, donc les gens réfléchissent toujours de la même façon. Euh, Maintenant, moi, ça me sert de façon très très simple. Hein, c'est que ça me permet t'as utilisé le mot d'être des traducteurs ou je sais plus quel mot tu viens d'utiliser, mais Ouais, ouais, euh, ouais, en fait, on dit parler le langage, quoi. Tu vas faire en sorte que des choses qui ouais, soient très techniques exactement. et relativement complexes, comment est-ce que tu les banalises, en fait? Bah, exactement. Moi, c'est ce que ça me permet un peu plus de faire et je le vois encore plus aujourd'hui à Parme. C'est que d'un côté, on a toutes les analyses qui sont basées sur nos données et sur nos recherches. Maintenant, si je vais parler
à mon boss, le directeur sportif, ou si je vais parler à l'entraîneur, et que je lui dis ouais mais tiens là il y a une variation de 2 écarts types et ceci et cela, bah, ça marche pas. T'es obligé de parler leur langage, donc t'es obligé de t'adapter à eux, et eux ils parlent football toute la journée. Donc on a besoin de transformer, de traduire en fait toutes ces données et ces analyses dans ce qui leur parle. Et ce qui leur parle, c'est le football. Et tu disais, à juste titre, tu rappelais que tu as aussi beaucoup bossé dans le rugby. Ouais. C'est quoi ton analyse aujourd'hui sur les différents sports et quels sont ceux, selon toi, qui sont les meilleurs dans le travail de la performance, l'utilisation des technologies? On peut avoir cette fausse conception de dire le football, parce que c'est une économie supérieure, travaille mieux que les autres. Mais quel est ton regard, toi, sur ça? En fait, faut essayer de comprendre un peu l'histoire d'où viennent toutes ces technos. Et aujourd'hui, t'as deux approches qui sont dominantes. T'as vraiment l'approche purement data, stats, Moneyball et compagnie, qui est une approche très américaine. Donc là, tu discutes avec une équipe de baseball, ils sont 20 data scientists, dont 6 mecs s'occupent que du data cleaning, tu vois. Donc, ils sont hyper avancés dans tout ce qu'ils font. Nous, sur les sciences du sport, l'approche elle est un peu différente. C'est arrivé vraiment d'Australie. Ça fait Australie, Angleterre, ça arrivait après en Europe. Donc, si tu me demandes quel est le sport numéro 1 sur une approche très data / orientée perf physique, c'est l'AFL en Australie. AFL. Pour 2 raisons. 1, ça vient de là. Ouais. De 2, ils ont un système qui est avec un salary cap. Donc, en fait, tu as les équipes qui ont, en termes de revenus, ça a grossi, mais le salary cap a bloqué l'argent que tu peux mettre sur les joueurs. Donc, en fait, tu vas chercher du rendement. Tu vas chercher du rendement. C'est d'optimisation, absolument. Donc, t'as les meilleurs centres d'entraînement du monde, t'as des équipes d'accompagnement scientifique qui sont colossales, et pour beaucoup d'équipes, ils font un travail qui est hyper avancé. T'as le rugby qui a fait, c'est pour ça que j'ai adoré passer mes 6 années au rugby, c'est que le rugby, parce que t'avais une culture très académique à la base dans le rugby. Le rugby, c'était dans les universités, donc tu avais cette culture très académique. Donc très rapidement, ils ont eu une approche data, analyse vidéo, beaucoup de choses. Tu vas voir ce que font les Gallois ou les Gallois ou les Australiens sur de l'analyse vidéo. Ils sont 10 ans d'avance sur la plupart des équipes dans le football. Et bien évidemment, après maintenant, le football, parce que t'as l'argent et l'argent, les gens ont investi dans les technos, dans les personnes, et t'as rattrapé le retard. Ça change la donne. Et ça, du coup, c'est quelque chose donc, que tu as fait dans le rugby, que tu as fait au sein du PSG, et tes fonctions sont exactement les mêmes au sein de Parme, ou c'est un peu différent? Moi, Parme, donc maintenant, c'est un club, donc pour les auditeurs, c'est un club qui est aujourd'hui en série B. Ouais. Bon, moi, j'ai un souvenir de Parme qui est tout autre, Bordeaux 99, pour ceux qui se souviennent. On gagne quand même 2-1, mais après, on prend un violent 6-0. Donc, c'est un club qui a une histoire, etc., qui est en série B. C'est quoi le contexte de ton arrivée là-bas, le choix d'aller en Italie, même le choix personnel, quoi, parce que tu vois, tu pars de Paris. Tu peux nous raconter un peu tout ça? Moi, j'ai eu la chance de vivre deux super projets. Le premier qui était la fédé de rugby. J'arrive au tout début du projet, on a construit plein de choses, et je suis parti à un moment donné où je sentais que on avait vraiment amorcé la pompe à fédé de rugby. Je rejoins le PSG à l'époque où c'est Martin Buchette qui me fait venir, et parce que je sentais que c'était le début d'un super projet aussi. Il en a fait 5 années, superbe. Et je te dis, cet été, c'est Parme qui m'appelle. En fait, pour l'histoire, c'est que Parme a été racheté maintenant, ça doit faire 14 mois par un groupe par un groupe américain qui s'appelle Cross Group, puis un groupe familial. Qui fait du business dans quoi à la base? Alors eux, dans le sport ou pas du tout? Pas du tout à la base. Enfin, alors pas du tout, pas que. Eux à la base, ils font tout ce qui est comment ils appellent ça, commodities, mais c'est ils ont une chaîne de magasins qui fait à la fois de l'essence et type les petits Total en France, tu vois. Okay.
Ils en ont 400, ils font de la logistique, ils ont plein de business, et ils ont des business en Italie. Et en fait, le président de ça, qui s'appelle Kyle Cross, c'est un américano-italien, fan de calcio. Vous pouvez l'inviter au Opta Quiz. C'est vrai? Ouais, On n'y manquera pas. Ouais, Il a une vraie connaissance. ouais, qu'adore. Ah ouais, Mais très, ça, très... je fais une digression, mais ça, tu vois, ça, c'est hyper intéressant parce qu'en général, quand tu as de nouveaux actionnaires comme ça, et particulièrement, bon, si les Italiens, Italo-Américains, ça change, mais particulièrement les Américains, en général, on a une connaissance de la matière première qui est très pauvre. C'est-à-dire que les mecs qui investissent, notamment, on a David qui est bien placé pour le savoir, mais des mecs qui arrivent et qui investissent dans des clubs français, qui viennent des États-Unis, en général, connaissent très peu le sport et ça les freine beaucoup. Donc, ça explique sûrement ton arrivée, le fait que toi, tu aies été contacté, mais donc tu travailles avec un propriétaire qui déjà maîtrise un minimum le sujet. Jack qui maîtrise le sujet. Et puis, tu vois, tu parles des propriétaires américains, mais la plupart d'entre eux, c'est des fonds d'investissement. Donc avec l'objectif qui est très simple, hein, Oui, maximiser une rentabilité à 3 à 5 ans, Ouais. revente, exit, et je fais de l'argent. Eux, ils ont, tu vois, quand ils parlent en projet, c'est un projet à 10 ans. Donc, la première chose qu'ils font, c'est refondre du stade, refondre des infrastructures. Et dans les valeurs premières du groupe, c'est investir dans des gens et dans des process. Donc, une des premières choses qu'ils ont fait, c'est pas investir dans plein de joueurs. Hein, c'est comment on peut optimiser notre centre de formation, comment on peut mettre notre méthodologie de travail en place et comment on peut développer nos process internes. Et donc, très clairement, moi, quand ils m'ont appelé, c'était avec cette vision-là, de dire, écoute, certes, on vient de retomber en série B, mais on croit aux approches evidence-based et aux analytics. On veut mettre un programme en place qui soit cohérent. La descente en série B ou la remontée en série A ne doit pas changer nos plans. On a cette vision à long terme, à 10 ans. On veut refaire un top club en se basant sur cette approche-là. Moi, ils me disent ça, j'ai dit, bingo, hein, bingo. Alors après, encore une fois, hein, c'est la vision et le challenge ou ils appellent ça le change management, tu vois. T'arrives dans un pays qui est pas habitué à ça, avec des gens qui sont pas habitués à ça, et il faut aider au changement. Donc ça prend du temps, mais c'est passionnant. Et donc toi, tu l'as fait. Pardon, excuse-moi. Vas-y David, je t'en prie. Non, mais en fait, j'allais juste demander aussi d'un point de vue personnel, parce que tu vois, là, on parle vachement du pro, etc. Et le projet a l'air excitant. Toi, ça te fait remettre aussi en question un peu ton quotidien, de passer de Paris à Parme. Ah, ouais. L'acclimatation, elle a été comment? Tu parles italien? Écoute, pas bene encore. Non, et en fait, le problème, c'est que je parle beaucoup anglais ici, et où, en fait, l'Italie du Nord, les gens parlent bien français. Donc, ça m'aide pas. Ça m'aide pas. Donc ça, c'est pas ouf, italien. Mais écoute, non, ça a été vite. Hein, tu vois, les entretiens sont passés en 3 semaines. Pareil, je me suis plongé dans l'histoire du club, je me suis plongé dans tous les interviews du président, je suis tombé un peu amoureux du projet. Et donc, je pense que j'ai un peu minimisé le changement que ça allait être de changement de vie, tu vois, parce que je voulais vraiment faire partie de ce projet-là. Okay. Et je pense que je t'avais appelé Matt ce jour-là, mais le 16 août, quand je me retrouve avec mon sac à dos là à Colecchio, sans ma famille, à marcher dans les rues, tu vois, pour aller au premier jour à l'entraînement, je me dis putain, qu'est-ce que je fous là, quoi. Tu vois, qu'est-ce que je fous là. Mais écoute, moi, on parle de changement de vie. L'important, c'était que la famille soit bien, que les enfants puissent aller à l'école, une bonne école. Donc ça a été, tu vois, c'était la question de mon président qui me dit, qu'est-ce qui peut te retenir maintenant de signer à Parme? Je lui dis, ma femme. Donc c'était, j'ai géré un peu ça, et pour être sûr que, tu vois, la balance, elle soit bien, parce que quand tu pars sur un projet comme ça, c'est toujours un projet un peu égoïste, mais si t'arrives pas à balancer la vie de famille, et que les enfants sont tristes, et que ta femme t'attend à la maison, et que c'est compliqué, t'arrives pas à avancer au niveau boulot. Donc non, c'était hyper important pour nous. Puis ça a été vite, hein. Ouais, comme tu le dis, ça a été vite. Si en 3 semaines, tu remets un petit peu tout ça en question. Et c'est marrant, cette vision-là, surtout d'un point de vue joueur. C'est un joueur qui se fait transférer un peu du jour au lendemain, d'un club à un autre. Et effectivement, il change de vie aussi et de quotidien. Et finalement, c'est pareil pour les staffs, etc. Et je pense que c'est quelque chose qui est vachement moins dit publiquement, tu vois.
Ouais, Et encore, moi, j'ai une position, enfin, particulière parce qu'elle entre sportifs et les fonctions corporate, tu vois. Ouais. Donc, t'es moins dans ces changements hyper réguliers que peuvent vivre les staffs. Mais je me rappelle une conversation avec à l'époque le prépa d'Emery. Euh, on avait une conversation et puis tous on disait bah oui, bah moi un jour j'ai envie de devenir numéro un, tu vois. Et, et dit bah les gars, réfléchissez. Ouh, ouais. dur à dire ça. On a compris. On a On a compris. compris l'idée. Faut bien y réfléchir. Ouais. Il nous expliquait, moi j'ai passé 10 ans dans mon club, j'étais le numéro 2, pas de problème et tout ça. Bon, changement de coach, je deviens numéro 1. J'étais content. Au bout d'un an, bah, je me fais licencier. Change de club, je me refais, enfin, tu vois, 8 mois, on se refait licencier. Au bout de 2 ans, ma femme me dit, bah là, je vais peut-être pas te suivre. Donc, je faisais les allers-retours, je crois, entre Séville et Bilbao. Puis après, il a fait, je crois, Turquie, deuxième division en Allemagne, avec sa famille qui suivait plus. Ah, tu vois, c'est compliqué. Donc, Dur, bien sûr. franchement, j'ai de l'empathie pour eux et tu vois, souvent, c'est des staffs qui sont pointés du doigt parce que les gens, ils gagnent bien leur vie. Ouais. Mais tu vois, les sacrifices et tout ce que tu mets dans la balance, tu vois, c'est autre chose que d'avoir un très bon salaire chez KPMG où tu sais que pour les 10 prochaines années, tu vas bosser comme Dans un le même fou, bureau. mais t'es dans le même bureau et t'es tranquille, tu vois. Donc, quand tu vas voir ton banquier, ouais, il y a pas de problème. Ouais, c'est clair que Euh, c'est une autre notion. Ouais. C'est bien et, dit. et donc effectivement, tu fais ce choix-là de Parme. Et donc tu nous as expliqué pourquoi, hein, parce qu'à l'époque, Ouais. sans divulguer de secret, t'as d'autres sollicitations, mais tu choisis donc Parme parce que c'est euh, un club qui te propose un projet et qui a l'air de mettre une strate après l'autre et de vraiment créer la structure pour que tu puisses t'exprimer et faire de belles choses. Et donc le poste qu'on te confie, c'est Chief Performance et Analytics Officer. Ouais. Quand on te le propose, euh, c'est un poste qui est peu connu parce qu'il y en a peu des Chief Performance Officer, des Chief Analytics Officer dans les clubs de foot. C'est peut-être un des seuls en Europe. Donc Il y en a en France, déjà, juste. En fait, c'est marrant parce qu'il y a, putain, si, quand ils m'ont envoyé le titre du poste, j'ai pensé à mon boss, à mon ancien boss, Martin Buchette, qui allait me tuer si je prenais ce titre-là. Parce qu'il avait fait justement un article sur le fait que c'est tous ces postes où la dénomination du poste, elle est toujours un peu floue, tu vois. Et donc, t'arrives à avoir des noms des fois qui veulent tout et rien dire, tu vois. Nous, c'est très simple, hein, c'est l'approche très pourquoi pas head of performance parce que c'est l'approche très Très américaine de voir les américaine avec choses. Tu vois, un C-level qui te donne le exactement. titre avec les Donc, prérogatives et c'est nous, le relatif. club, le club, c'est un président qui est le owner, qui est Cal Croze. Tu splits en deux avec ce qu'ils appellent managing director, managing director of sport, managing director of corporate. Et après, tu descends et tu as ce qu'ils appellent les C-level. Donc, moi, c'est comme si j'étais head of ou directeur perf et directeur analytics, les deux en même temps, mais sauf que c'est un C-level, donc Donc ils ont enrobé ça. exactement. Ça devient Et Chief Performance Analytics Officer, tu vois. Du coup, tu disais que tu avais une liste de missions qui était un peu vague et sur une fiche de poste. Ouais, du coup, c'est quoi ces missions quand tu es sollicité et quel est ton quotidien maintenant? En fait, moi, la fiche de poste, c'est de dire on a besoin de quelqu'un qui va nous aider à définir toute la stratégie au niveau de la perf et des analytics pour le club. Et aujourd'hui, on en revient au groupe, hein, mais aujourd'hui, c'est le groupe, il possède Parma Calcio, mais ils ont une autre équipe aux États-Unis. Peut-être le truc qui peut changer, on discutait avant en off un peu des sujets des clubs satellites, hein, mais faut savoir une structure qui peut grossir, donc c'est définir un peu la stratégie autour de tout ça. Quand on parle de performance, c'est tout ce qui va être nutrition, psychologie, sciences du sport, analyse vidéo et tout ce qui va être data. Donc ça va de quels sont les technos qu'on utilise, quels sont les process qu'on met en place, quels sont les gens qu'on recrute, comment on développe ces gens-là, et après jusqu'à qu'est-ce qu'on délivre pour les staffs, quoi. Quels sont les services qu'on délivre à tous les staffs.
Et ce développement, il est que interne ou il est aussi externe? Parce que tu analyses les données qui sont dans ton club, tes assets, mais Ouais, tu vas analyser aussi celles de tes adversaires, par exemple? ouais, ouais. Ça fait partie de C'est- ton boulot, ouais. C'est les ouais. deux. Nous, en fait, on a la façon dont j'aime bien le mot asset. Tu vois, je parle de moins en moins je parle plus de player management, je parle d'asset management. Parce que je trouve que c'est plus, quand on parle de player management, t'as toujours les gens qui vont te rentrer le truc, ouais, mais tu vois, c'est de l'humain, tu peux pas mettre de la data, c'est Mhm. plus compliqué. Donc, Mhm. et moi, ce que j'explique toujours, c'est que pour moi, un club de foot, attention, sujet polarisant, hein. Pour moi, un club de foot devrait s'inspirer des fonds d'investissement dans la façon de manager des assets. C'est d'un côté, tu investis peu sur un grand nombre de joueurs, ton centre de formation, c'est petit investissement, grand risque, mais si ça marche, énorme retour sur D'accord. investissement, jusqu'à quand tu investis 220 millions sur Neymar, c'est comme du private equity, hein. C'est comme quand tu as un private equity qui investit 220 millions donc tes risques ils sont moins importants, Mais le ROI. mais le ROI est différent, tu vois. Maintenant, je parle de plus en plus d'assets pour rentrer un peu cette culture de dire de manager les joueurs de façon différente. Et donc pour nous, il y a trois choses. Il y a asset développement, tout notre centre de formation, comment comment on recrute nos joueurs au centre de formation, comment on les développe, comment on identifie ceux qui sont prometteurs et ceux sur lesquels peut-être temps d'arrêter d'investir. Mhm. Il y a, après, je parle d'asset acquisition qui va être tout ce qui est justement recrutement de joueurs, scouting, comment on arrive à évaluer dans quel bucket va quel joueur, comment on peut estimer, encore une fois, hein, on est sur l'humain, mais comment on peut estimer des retours sur investissement potentiels qui soient directs hein, sur la perte de l'équipe demain ou à long terme parce que tu pourras faire une valo sur la revente. Et après, qui est notre gros cartouche aujourd'hui, c'est asset développement. C'est t'as des joueurs au jour le jour, pardon, asset management. T'as des joueurs au jour le jour. Comment je fais pour qu'ils soient en forme, qu'ils se blessent pas, qu'ils soient bons sur le terrain. Donc ça, c'est le travail que toi, tu reprends, t'as tout ce qui est scouting, travail avec l'équipe première et après tout le centre de formation. Et comment tu structures un département performance? Est-ce que comme ça, je sais que c'est difficile, mais tu peux nous donner une estimation du nombre de gars, pas nécessairement que tu as aujourd'hui, mais idéalement pour un club de la taille de Parme, on parle de combien de gars, on parle de quel type de poste, Ouais. combien de strates, enfin Ouais. c'est quoi ta vision de l'équipe? Alors encore une fois, hein, c'est ma vision. Pareil, dans 2 ans, on refait le podcast et je vous dis Ouais, non, mais en tout à fait, fait. c'était vraiment du bullshit, hein. Moi, je c'est ce que j'essaie de prêcher en interne. On est une équipe qui doit déployer des services, d'accord? Donc après, on doit s'occuper de délivrer des services pour les scouts, délivrer des services pour le staff pro et délivrer des services pour le centre de formation. Donc je crois beaucoup au fait d'avoir déjà un département qui est structuré en matrice. Donc j'ai mes responsables de fonction, on va dire. Donc mon responsable de la nutrition, mon responsable d'analyse vidéo, mon responsable de la prépa, mon responsable de la data, on va dire. J'ai bien responsable sciences du sport et à terme responsable de psychologie. Et donc ça, c'est mes responsables de fonction qui doivent faire en sorte que tous mes process sont alignés, qu'on ait les bonnes personnes, que les personnes dans les différents staffs se développent et ainsi de suite. Et généralement, ces personnes-là sont rattachées au staff des pros. Euh, et après, tu déroules ça en fonction du nombre d'équipes que tu as. Et donc, c'est de la stratégie. Tu vas te dire, est-ce que pour mes moins de 19, j'ai besoin d'une personne à temps plein ou est-ce que j'ai besoin Ouais. une personne peut couvrir 3 équipes? Est-ce que vraiment sur mes U13, j'ai besoin d'avoir un sport scientiste ou pas? Je suis pas sûr, tu vois. Donc après, tu vas pondérer en fonction de ton projet et de tes moyens. Euh, donc après, en termes de nombre de personnes, ça va dépendre on va dire, c'est toujours la matrice. C'est que est-ce que tu englobes tous les gens qui sont dans la matrice? Et donc est-ce que je te dis, bah demain, tous les prépas, ils me sont rattachés, donc ça fait vite 5 ou 6 ou 7 Ouais. prépas
dans le club qui te sont rattachés, ou est-ce que le rattachement est par équipe et toi tu gères que tes leaders fonctionnels, mais en gros l'objectif à terme c'est d'avoir 5 1-1, nutrition, performance humaine, data, analyse vidéo, psychologie. Tu vois, je pense que ça sera globalement comme ça. Et après, on est en train de travailler avec ces gens-là sur la définition de tous les microservices qu'on peut délivrer pour les staffs. Comme si j'étais une boîte de consulting. Hein. Ok, j'ai mon nutritionniste. Typiquement, on a une dizaine de microservices. Tu vois. C'est quoi que tu appelles microservice? En fait, je trouve que c'est toujours pareil. Je trouve que tu comme tout ça, tu vois, toi tu me dis quel est ton métier, c'est pas clair. Mais tu vois, quand tu commences à dérouler et à descendre, tu commences à parler à un DG ou un directeur sportif d'un sport scientiste. Tu vois, les gens ils comprennent pas, tu vois. Ouais. Et tu vois, moi j'ai eu le cas dans mon ancienne expérience. Hein, j'ai dit faudrait recruter des data scientists. On m'a dit mais il y en a déjà 5 au club. J'ai dit alors soit je suis pas au courant les mecs, mais ils sont où? Si, ouais, ils sont où? On m'a dit il y en a 3 là. Je dis ah non, ça c'est des analyses vidéo. On m'a dit ah d'accord, il y en a déjà 3 dans ton équipe. Ah je dis ah non, ça c'est des sport scientistes. Et toi, les gens ils comprennent pas, c'est compliqué, tu vois. Donc en fait ce que je suis exactement. Et pareil quand tu dis je sais pas, un coach ou un directeur sportif, lui il voit que la partie immergée de l'iceberg, et donc il dit le nutritionniste il donne des checkers à la fin de l'entraînement et ils me disent qu'il faut manger le midi, hein. Tu vois. Ouais. Donc ce qu'on est en train de faire nous, c'est de travailler toute une liste de microservices qui vont de ok, nutrition, c'est quoi? C'est monitoring, enfin suivi de la composition corporelle, suivi de l'hydratation, suivi plutôt de la composition des muscles, savoir si musculairement les mecs ils sont bien. Ok. Après on a éducation. Éducation c'est quoi? C'est des éducation en individuel, des cours, faire les infographies. Okay. Et à la fin, c'est nutrition, c'est tout ce qui va être planning quand tu es en déplacement. Après l'entraînement, tout ce qui va être la récupération, jusqu'à périodiser tout ce qui va être supplémentation. Donc en fait, du coup, tu arrives à 10 services et pour ça, tu es capable de dire, pour chaque service, ça a un coût, ça a un temps. Donc quand tu as je sais pas, ton président qui dit non mais moi je veux que la nutrition jusqu'au moins de 13 ils aient le même service, tu vois. Tu dis oui, ça c'est super beau, tu vois. Maintenant, est-ce que pour les moins de 13, tu veux que le coût de la nutrition te coûte 120 000 euros par an parce qu'il me faut un nutritionniste à plein temps, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça. Dessus, tu reviens beaucoup plus terre à terre, tu vois. Tu commences à prioriser les choses. Tu priorises les choses. Ouais. Il y a un truc, je te laisse intervenir juste après, David, parce que je vois que tu t'apprêtes à sauter sur l'opportunité de poser une question. Mais il y a un truc qui me frappe dans ce que tu dis, parce que c'est encore un sujet qui, je trouve, en France est évité, c'est la psychologie. Tu vois, elle a vraiment pas bonne presse. On a cette approche franco-française, ou pas d'ailleurs, de dire que la psychologie, c'est forcément qu'il y a un problème. Donc, on a une approche limite pathologique de la chose. Alors qu'en fait, comme tu l'as listé, c'est un outil. Et c'est un outil qui est d'autant plus nécessaire qu'on est sur un métier qui est très particulier, avec des paramètres en termes de pression qui sont complètement différents des métiers classiques. Est-ce que toi, tu arrives à avoir cette discussion-là parce que tu es un actionnaire américain et que dans les pays anglo-saxons, la psychologie est beaucoup plus acceptée, ou parce qu'en Italie, le débat s'installe, ou c'est vraiment perso, c'est toi qui pousse le truc? Non, déjà, c'est pas moi qui l'ai poussé, mais je suis arrivé, on m'a dit, t'as une personne dans à recruter. Donc moi, j'ai dit, avant de la recruter, ce serait bien qu'on réfléchisse à la stratégie. Mais en fait, je pense que c'est pas que dans le sport, hein. C'est dans tout type de société, je crois qu'il y a ce problème parfois. Faut que tu recrutes. J'ai dit, attendez, on va peut-être réfléchir à la stratégie et ce qu'on va lui demander de faire, tu vois. Parce qu'en fonction, c'est pas la même personne. Mais en fait, tu l'as bien dit, hein, c'est que souvent la psychologie, c'est associé au psychologue, va t'allonger. Et... En fait, alors attention, hein, tout psychologiste qui m'entend. Pardonnez, mais la pauvreté de ma connaissance. Mais en tout cas, moi, je le définis de 3 façons. Tu as
t'as vraiment, ok, j'ai un problème pathologique. Et là, bien évidemment, ça sort complètement de mon scope. Et c'est plutôt avec le département médical et on peut aller voir un vrai psychologue en dehors du club, spécialiste. T'as le deuxième aspect, plutôt centre de formation, qui va être tout ce qui est psychosociaux. C'est à des jeunes, comment mieux vivre ensemble, comment gérer mon double projet. Il y a plein d'études qui montrent que notamment certains des facteurs de la performance à long terme sont d'avoir un bon encadrement sur le plan psychosocial, tu vois. Surtout maintenant, hein, tu commences à délocaliser des jeunes, les mettre ensemble. Les jeunes, ils sortent, ils ont 14 ans, ils arrivent dans un centre de formation. Comment tu peux accompagner ces jeunes-là? Et après, tu as le dernier aspect qui est que moi je porte, qui est plutôt performance mentale. Et après, performance mentale, tu peux la gérer, il y a plein de façons. Hein. Tu peux la gérer one-one avec ton athlète. Et pour moi, ça, je pense clairement que c'est la dernière chose à faire. Tu peux la gérer en groupe avec tes athlètes. Et pour moi, la première façon de gérer ça, et c'est le projet qu'on va essayer de monter, c'est comment je peux rentrer un psychologue du sport dans mon staff, qui va d'abord travailler avec mon staff pour maximiser l'efficacité de mon staff. Ça, c'est un. Deux, comment ce psychologue va pouvoir travailler avec mon staff pour optimiser tout ce qui va être débriefing et créer une organisation qui apprend. Une fois que tu as créé la confiance là-dessus, c'est comment on peut travailler certains projets avec le collectif qui peuvent être, tu vois, je vais surtout pas le sortir en anglais parce que On t'en voudra pas. Performance sous pression. Ça peut être un grand topic et dire voilà, c'est Complètement. quand ça va ou ça va pas bien, il y a le travail technique, il y a le travail tactique et sur le plan psychologique, on va travailler la performance sous pression. C'est un grand projet, on le travaille, on le débriefe ensemble et après t'as plein de façons de le faire, tu vois. Nous il y a performer sous pression, tout ce qui va être chez les jeunes, des facteurs d'autodétermination, de motivation, comment on peut travailler tout ça. Et la dernière étape, c'est d'aller jusqu'au one-one avec l'athlète et de le travailler. Et je pense que souvent, c'est perçu comme ça. C'est oulala, on va rentrer un psychologue dans mon staff qui va aller parler avec mes joueurs. Mais non, parce que c'est moi le coach qui parle avec les joueurs, tu vois. Alors que justement, c'est comment je peux rentrer quelqu'un qui va, toi, te permettre d'être encore plus fort quand tu vas parler avec tes joueurs, t'amener les clés. Et quand la personne, ça fera 6 mois qu'elle est là et qu'elle sera dans l'environnement et que tu as identifié un ou deux joueurs qui ont besoin d'une attention particulière, tu peux les envoyer. Mais c'est d'avoir la confiance, tu vois. C'est marrant que tu dis ça, ça me fait penser. En ce moment, je suis en train de regarder la série Ted Lasso. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur un coach. Bon, pour les auditeurs qui ne l'ont pas vu, c'est un coach de foot américain qui devient coach de football en Première Ligue. Et il y a effectivement un passage avec un psychologue. Et ça me fait penser à ce que tu dis, c'est que c'est très connoté et qu'au final, on a besoin encore d'éduquer les gens sur tout ça. Moi, j'ai une autre question, parce que là, on a eu une approche très RH et très RH. Après, au-delà du RH, après, il y a tous les outils que tu mets en place. Et au vu de tout ce que tu as décrit, je pense qu'il doit y en avoir quand même un sacré paquet. Si tu dois décrire un peu les grandes familles d'outils que vous utilisez pour développer tout ça. C'est une bonne question et c'est un vrai chantier, tu as raison. Je vais revenir comme ça, je vous fais l'anecdote rapidement. En fait, la plupart des clubs qui n'ont pas de position un peu comme la mienne aujourd'hui, ils s'appuient sur le staff pour choisir les outils. Okay. Et en fait, une des problématiques qui arrive, c'est que si tu as pas mal de turnover de staff, tu te retrouves souvent à signer des contrats long terme avec des providers et en fait, tu te retrouves à un moment donné où tu as plein d'outils qui servent à rien. Donc, une des grosses parties de mon travail, c'est de faire le garde-fou de tout ça et d'harmoniser un peu les outils qu'on utilise. Tu vois, de dire, à un moment donné, c'est pas possible qu'on ait 3 différents providers de caméras, tu vois, ou 3 différents providers de GPS. À un moment donné, dès que tu veux comparer les données, ça marche pas, tu vois. C'est comme si demain dans ta boîte, je sais pas, les RH ils sont sur AWS, le mec du market il dit non moi je vais aller sur Azure et le dernier il dit non mais moi je vais utiliser Google et puis je m'en fous, tu vois, je ferai mon Google tout seul, tu vois. Ça marche pas. Donc en termes de gros types de techno, donc grosso modo scouting c'est beaucoup d'achats de données.
Donc, de la donnée event, ça peut être Opta, StatsBomb, ainsi de suite. De plus en plus de la donnée de tracking qui est achetée. J'ai un peu de scepticisme autour de ça, mais de plus en plus de la donnée de tracking qui est achetée avec ce qu'on appelle du tracking broadcast. Donc, tu récupères les flux vidéo, tu envoies ça à une boîte et de ça, elle te sort un tracking à partir de ce que t'as sur ta vidéo. Donc, tu as des indices de performance qui sont déjà tu as des fournis. distances parcourues, des Vmax, des choses comme ça. Okay. Donc je t'ai dit quoi? Événements, tracking. Tu peux acheter de plus en plus des plateformes qui vont te donner des infos sur des salaires de joueurs, des choses comme ça. Une boîte qui s'appelle Capology. Tu as des données sur Transfermarkt, pas mal de données comme ça. Donc c'est beaucoup de données. Okay. Et de la vidéo. Donc du Y-Scout, du Yopta Trovision. C'est au lieu de te dire à ton scout, tu vas te déplacer sur tous les terrains de France. Aujourd'hui, tu as la possibilité de te connecter sur une plateforme et de dire, je vais me regarder tous les matchs des U17 ou Pays-Bas, tu vois, et tu as la liste et tu te regardes les matchs depuis la maison, quoi. Ça te fait gagner un temps colossal. Et une fois que tu as identifié des gens, tu te déplaces. Donc, scouting, nous, après analyse vidéo, ça va de donc ta capture de vidéo. Donc caméra automatique ou semi-automatique. Comment tu partages cette vidéo? Donc ça va d'outils type Hudl, Hudl pour pas les citer, mais c'est un peu les seuls qui font ça correctement. Mais en gros, partage de vidéo, ou partage de vidéo avec des données. Jusqu'à comment on peut faire du tagging de vidéo. Donc, un des gros boulots de l'analyse vidéo, c'est regarde la vidéo et il tag de la stat. Donc, passe dans telle zone, on était en supériorité numérique, bonne action, machin, et on crée de la donnée. Ce qui permet après aux entraîneurs de dire je veux voir tous les corners dans telle zone, et ils ont que toutes ces vidéos là. Ça c'est beaucoup analyse vidéo. Derrière nous sur l'entraînement, on a bien évidemment tout ce qui va être outils de tracking. Donc charge externe, GPS, charge interne, des cardio, de plus en plus d'outils pour mesurer la performance en salle, des plateformes de force, des accéléromètres, tout ce qui va te permettre de mesurer soit de la force, soit de la puissance, soit de la vitesse en salle. Voilà, ça c'est plutôt les trucs orientés performance. De plus en plus de clubs maintenant prennent ce qu'on appelle un Athlete Management Software. Donc, tu as beaucoup de données, pas trop de capacité pour développer des plateformes. Donc, tu achètes une plateforme où tu vas dire, j'envoie toutes mes données là. Et de l'autre côté, je peux retrouver sur une plateforme bien faite, j'ai un calendrier, je clique, je retrouve toutes les performances dans le temps de mes joueurs. Ça me fait la base de données, mon outil de vise. Désolé, Mathieu, je vais faire une petite discussion là-dessus, mais tu me parles vachement de data, donc du sportif. Ouais. C'est peut-être une question tricky, mais cette donnée, elle appartient au club du coup, parce que tu as besoin d'historique. Tu passes d'un attaquant à un autre, tu vas comparer ton ancien attaquant avec le nouveau en termes de vitesse, etc. La donnée, elle appartient au joueur, au club. Alors ça, c'est un vrai point, tu vois, RGPD qui est toujours un peu... Est-ce que tu veux qu'on fasse un autre épisode sur ça, David? J'ai pas mal de... Avec il y a pas mal de choses à dire. Mais la question, pour le coup, il m'est venu un peu comme ça parce que c'est tricky comme sujet. Ouais. T'as raison. En fait, toute la donnée, on va dire, d'event, tout ce qui est à partir de la vidéo, c'est à celui qui la collecte. Hein. Celui qui la collecte, c'est sa donnée à lui. D'accord? Donc voilà, c'est pas celle du joueur. Tout ce qui va être à partir de tests physiques, à partir du moment où le joueur prend part au test, c'est qu'il a donné son consentement. Donc de plus en plus, ce qu'on fait maintenant dans les contrats des joueurs, c'est qu'il y a des pré-consentements à l'utilisation de leurs données. Je crois que point d'interrogation, mais peut-être je me dis, je crois que l'UEFA est en train de réfléchir à des moyens pour que le joueur puisse avoir accès à ces données le jour où il part d'un club. Mais par contre, toi, tu peux très bien les garder. Le seul point touchy, c'est tout ce qui va être vraiment données médicales, historique des blessures. Si le joueur te le demande, tu devrais pouvoir supprimer une partie des données.
Et tu as la FIFPro aussi, hein, qui est un groupe de travail bien entendu spécifiquement sur ça, notamment sur tout ce qui est des sujets un peu plus sensibles, hein, médicaux, etc. Ouais. Ok. Je te laisse continuer sur les outils, c'était juste Non, mais c'est une vraie question, hein. une autre ouverture pour un autre épisode, du coup, Mathieu, j'ai retenu. Ouais. Non, c'est une vraie question. Après aussi, on fait tout ça aussi pour que les joueurs, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, tu vois. C'est que nous utilisons les données pour que les joueurs soient en forme. Si les joueurs sont en forme, ils ont des carrières qui s'allongent et eux, indirectement, ils gagnent plus d'argent. Donc, ils ont tout intérêt, tu vois, c'est gagnant-gagnant. Et nous, on travaille mieux et ainsi de suite. Donc ouais, voilà un peu pour les données entraînement. Qu'est-ce que j'oublie Donc ouais, plateforme de collecte des données. Nous, aujourd'hui, on utilise pas ça. On fait pas mal de choses. Je pars du principe. Alors à la fois, ça a passé le mec à l'ancienne, mais je l'assume totalement, tu vois. En fait, on a plein de providers qui te vendent dans ces plateformes de athlete management software où tu peux tout faire, c'est fabuleux et tout ça. Donc c'est vrai, c'est génial. Et quand ils te le vendent, c'est super bien. Mais en même temps, pour toute action simple, ben, ça devient très compliqué. Parce que forcément, hein, parce que quand tu veux rentrer un test, faut qu'il soit relié à la date, faut qu'il soit relié au joueur. Et donc tu te retrouves à faire 10 clics pour rentrer ta donnée. Et tu demandes de faire 10 clics à des entraîneurs, des kinés, tu sais, des gens qui sont pas... C'est 9 clics de trop. Voilà. Et moi, je pars du principe de dire, écoute, t'as besoin de collecter des RPE, j'ai pas envie que t'ailles calendrier, créer une nouvelle session, définir RPE, lancer les RPE. Je te fais un form, Google Form ou ce que tu veux, tu vois, t'as des trucs un peu plus promanants, mais je te fais un form, t'as un clic, je te mets même sur ton iPhone, là, un clic, et tu rentres tes trucs, c'est fait, et après, moi, je fais le post-traitement de mon côté. Donc, en fait, nous, on utilise des formes, base de données, Amazon, Azure, ce que tu veux. On se connecte, donc, soit via des formes, soit via glisser et déposer de fichiers Excel, soit via des API. On fait toute l'agrégation, et après, on va créer nos dashboards avec des outils type Power BI, Tableau. Je suis très Tableau, donc Tableau. Et ça fait 95% du boulot. J'ai tout le monde là-bas qui me remercie parce que j'ai transformé un process qui leur prenait 8 clics et dont ils voyaient pas trop la valeur ajoutée, un process qui prend un clic une seconde. Et c'est ça qu'il faut. En fait, faire des choses simples. Mais tu vois, choses simples pour avoir la compliance. Tout à l'heure, on parlait de parler langage et on parlait beaucoup du langage du foot, mais il y a un truc qui est absolument clé dans le monde du foot et forcément du foot pro, c'est la user experience. Effectivement, c'est des gens qui sont, pour la plupart, quand on parle du terrain, c'est des gens qui sont pas forcément intéressés et pas formés à la tech. Donc, il faut que tout outil qui soit utilisé soit aussi simple à utiliser qu'une application qui sur ton iPhone et qui s'utilise tous les jours. Ouais. Et ça, toutes les boîtes qui fournissent des outils pour la performance doivent prendre ce pli-là et se dire, quand on réfléchit nos produits, avant on faisait des trucs super complexes parce que le mec qui utilisait nos outils, c'était seulement l'analyse vidéo, c'était seulement data scientist et lui, il est tech savvy, il sait le faire. Aujourd'hui, si tu veux développer ton marché, il faut que tu aies une interface qui soit hyper claire et une UX qui soit qui soit la plus simple possible. Et ça c'est un vrai virage dans l'industrie pour tout ce qui touche la performance. Ça je te rejoins complètement. Et c'est ça du coup la vision de demain. C'est ça pour vous la vision de ce que doit devenir un peu ton métier, Mathieu, dans les 2-3 années à venir. Parce que comme on disait, apparemment il y en a manifestement peu dans les clubs. Donc déjà qu'il y en ait dans les clubs, c'est ça la première étape. Ouais. Et après c'est ça, cette vision de rendre les choses simples. Ouais, de rendre les choses simples, de permettre à des gens qui ont pas cette culture de collecter de la donnée. Tu vois, donc pour eux, ça doit être le plus simple possible. Que nous, on s'occupe de tout ce qui est au milieu, tu vois, et qu'on leur rende. Tu vois, au début, on parlait nous de data as a service. Je préfère maintenant dire insights as a service. C'est je te rends pas de la donnée, moi je te rends l'information. Je te rends de l'information, tu vois. Et on a eu le gros truc pendant un moment, c'était de dire, ok, il
il faut qu'on arrive à créer pour les coachs des dashboards. C'est le gros truc de la BI, hein, des dashboards interactifs pour qu'ils puissent aller comparer. Et je clique ici et je fais ci et tout ça. J'ai passé 3 ans à me casser les dents là-dessus, à développer des dashboards. Et aujourd'hui, j'ai un super dashboard. Il est pour moi. De ce dashboard, j'en sors un PDF. Ce PDF, il part sur WhatsApp. Et en fait, l'information, elle arrive là où les gens ils sont, tu vois. Ouais. Ils ouvrent ce PDF, c'est pas interactif, ils ont ce qu'ils veulent. Et s'il leur faut une info de plus, bah, une fois par mois, ils vont m'envoyer un message et me dire, écoute, est-ce que tu peux creuser sur ce joueur, et je te renvoie une deuxième information. Mais c'est pas un coach de 55 ans qui a 6 minutes à consacrer à ça parce qu'il a une conf de presse, ses joueurs à gérer, qui va aller sur un dashboard et regarder les trucs, tu vois. Encore une fois, j'ai des produits pour mes analystes ou mes sports scientifiques qui sont différents et eux, ils peuvent avoir l'interactivité et creuser un peu dans les trucs. Mais tout ce qu'on fait pour les staffs qui doivent prendre des décisions sur le terrain, hyper simple. Tu sais, je suis 100% d'accord avec ce que dit Mathieu. Je fais une analogie régulièrement qui est pas forcément la plus heureuse, mais qui forcément paraît vraie. Ça me fait penser à cette mouvance que tu as eue dans la com, pour les organisations sportives ou autres d'ailleurs, de vouloir essayer d'amener les gens sur leur plateforme propre. On veut amener les gens vers le site, on veut amener les gens vers l'appli, on veut qu'ils viennent dans notre univers. Et pour ça, on va aller sur Twitter, sur Facebook, où tu veux, pour essayer de les drainer. Ça n'arrive pas. C'est-à-dire que tu as ton core fan qui a ses habitudes et qui va aller sur le site et sur l'appli, il continuera à le faire. Mais si le mec, il est sur Facebook, il est sur Twitter, sur Instagram, c'est là-bas que tu dois aller lui proposer le contenu. Tu changeras pas son parcours. C'est hyper difficile. Alors que consolider son expérience sur la plateforme sur laquelle il est, en lui donnant une information supplémentaire et qui fait qu'il se sent encore plus confortable, je pense que c'est la clé. Ça a été la clé d'un point de vue com et marketing, et je pense que les organisations l'ont compris aujourd'hui. Dans quelque chose de beaucoup plus technique qu'est le métier de Mathieu, je suis persuadé que c'est aussi la même réflexion et le même chemin qu'il faut emprunter. Ouais. D'ailleurs, c'est marrant parce que je bossais avec une boîte, on a fait 2-3 brainstorms là-dessus, mais idée de business pour celui qui veut le monter, et je suis prêt à lâcher du temps pour ça. J'ai passé à David parce que là, tu as un serial entrepreneur en face de toi. Je sais. À 18h30, la boîte est déposée. Attention. Ah oui. Même ça fait un teaser pour le podcast quand on va le lancer. Je dirais qu'il y a une idée. Je discutais avec des potes qui me disent on veut réfléchir à la MS de demain, tu vois, quel est le flow, le user experience, ce que tu veux, tu vois. Et je leur ai dit, mais en fait, moi, mon besoin aujourd'hui, encore une fois, il est très singulier, je le sais, tu vois. Et moi, ce que j'ai besoin, c'est de créer une machine à balancer des rapports et de me dire, je rentre mes données, j'ai mon head coach qui veut ce rapport simplifié en italien, toi tu l'as en italien. Mon entraîneur des gardiens qui est suédois, il veut ce rapport, il a en suédois. Tel joueur, ils veulent ces rapports et ils les ont ici. Et après c'est mon coach italien, je vais lui envoyer sur sa boîte mail, il a son ordi. C'est un jeune, mon entraîneur des gardiens, le rapport je vais le dropper dans son WhatsApp. Et mes joueurs, ça sera soit WhatsApp, soit Instagram. Et en fait, tu as des possibilités de faire ça aujourd'hui, tu vois. Et en fait, je crois de plus en plus qu'il faut envoyer. Je crois plus au dashboard, je crois plutôt à des choses qui sont du storytelling. Et si c'est 2-3 pages, tac, 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 tu racontes ton histoire comme ça. Envoyer, individualiser, envoyer là où les gens y sont. Et tu l'as dit. Et franchement, si demain, il faut que j'envoie des rapports en message privé sur Instagram à des joueurs, je m'en fous, c'est la meilleure façon que j'ai qu'ils le lisent. Complètement. Et il y a un autre truc absolument que tu as dit, tu l'as résumé tout à l'heure, la différence entre data et insight. C'est-à-dire que si tu envoies un rapport avec de la data, il y a très peu de chances que ça soit consommé, parce que si tu veux, la connaissance qu'il faut pour pouvoir l'analyser à bon escient, elle nécessite d'être formée, elle nécessite d'aimer ça. Ouais. Alors que si tu donnes quelque chose qui est éditorialisé, qui a été traité, et tu ressors l'information, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile à digérer, et ça génère la curiosité en général. Ouais. Et encore une fois, on est dans la simplification de ce qu'on fait. Et en tout cas, je partage totalement cette vision. Tout à l'heure, on parlait de construction de l'équipe. C'est une vraie réflexion qu'on a eue
qu'on a eu en interne ici. Donc, bien évidemment, on est en train de finaliser notre process de recrutement sur un data scientist. On va prendre un mec qui est très bon sur la partie techno. Derrière, tu as envie d'avoir un numéro 2 qui va être très très bon sur du machine learning. Ouais. Le troisième que je prends, et ça peut être en part-time, c'est un data journaliste. Ouais. Tom. Ouais. On a eu cette discussion sur Tom, tu vois. Pour ceux qui connaissent pas, Tom Workville qui est parti à Red Bull. À Leipzig. Ouais, Red Bull. Mais qui faisait quoi du coup avant Tom pour les auditeurs juste pour... Pardon, il était chez The Athletic, un journal anglais. Anglais de foot, et en fait il prenait des données et il en faisait des super éditos et il te racontait l'histoire, tu vois. Et avant ça, il était data scientist chez Opta. Exactement. Et le mec est très bon. Et il a vraiment cette culture à prendre de la donnée et à te raconter une histoire, tu vois, de sorte que tout le monde lit l'histoire et se dit ah ouais, top, tu vois. Et je pense que tu auras 2 mois de consommation plus tard, c'est tac tac tac, tes 2-3 graphes qui sont parlants par eux-mêmes, qui transmettent de l'information, et plutôt de la donnée un peu éditorialisée. Je ne crois plus du tout, mais alors plus du tout, à ce dashboard avec 8 graphes et tout à la même place où tu prends le truc et le premier truc que tu fais c'est waouh. Ouais, elle est où mon info là? Ouais, là waouh, ça me fait peur, tu vois. Ouais. Et je préfère faire 5 slides avec 5 graphes, tu vois, avec des choses qui sont bien orientées et assez visuelles, qu'avoir un dashboard qui reprend tout. Et surtout que j'imagine que tu as envie que ton asset retienne 1 ou 2 informations finalement. Si tu lui en envoies trop, il ne fera pas tout. Ouais, exactement. Exactement. Ouais. C'est marrant, il y a 1 heure, je pensais pas que cet épisode il allait ressembler à ça. Il est plein de surprises, Mathieu là. Ouais. Et il n'y en a pas parlé cuisine encore. Et on n'a pas encore parlé cuisine, mais ouais, je m'attendais pas du tout à ça parce qu'en fait, c'est ton métier, il est, tu vois, moi, je fais pas du tout la même chose que toi. Je suis pas du tout dans le côté sport, vraiment. Je suis plus côté com, marketing, etc. Ouais. Finalement, le côté économique de la chose. Et en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de liens entre les deux. Bon, ça, on pouvait s'en douter, mais on se rend compte surtout que le côté sport est en train de tendre à devenir un côté économique comme nous on l'est dans les métiers de com marketing. Quand tu dis que finalement il faut s'affranchir du staff pour choisir ses outils, quand tu dis qu'il faut aller pousser la donnée sur un WhatsApp, sur un Instagram, on se rend compte que ça change. Tu crois que c'est dû au fait que les clubs maintenant sont justement gérés par soit des fonds d'investissement, des groupes privés qui sont là aussi avec des ambitions économiques autres que celles qu'il y avait il y a 20 ans? Tu penses que c'est un lien? En fait, pour moi, t'as une partie économique qui est indéniable. Tu vois, c'était quoi? C'était hier, ils ont sorti la stat entre Lille qui se qualifie en Ligue des Champions ou pas, c'est 18 millions de différence, tu vois. Moi, dans mon entretien pour PAM, un des premiers points que j'ai abordé avec mon président, et je pense c'était mon hook, tu vois, de dire, vous savez que là, quand même, l'an dernier, vous avez perdu 6 millions en coûts de blessure. Entre salaires payés à des joueurs qui ont été blessés, tu vois. 6 millions d'euros. Et on parle de Parme, hein. Je te parle pas de Manchester, je te parle pas de City, et je te parle j'ai fait l'estimation à la papa sans prendre en compte les points perdus en championnat et ce que ça aurait pu te rapporter en plus, tu vois. T'as un coût à optimiser tes performances, mais t'as aussi un coût de minimisation de pertes. Ouais, tu vois. Je voulais pas dire, mais oui, d'un côté, tu peux améliorer ta top line et tu peux aussi pousser ta bottom line, tu vois. Et donc, et je pense que les gens maintenant se rendent compte de ça, tu vois. Je ne crois pas que c'est, encore une fois, je me mets une balle dans le pied, hein, mais je ne crois pas que c'est les analytics qui vont te révolutionner le truc. Comme dans tout, je crois beaucoup au fait que tu auras toujours des entraîneurs qui seront au centre des projets, tu auras toujours des directeurs sportifs qui seront au centre des projets. Mais par contre, je crois beaucoup au fait de comment on peut amener ces gens-là à moins se tromper, prendre de meilleures décisions. Et tu disais que tout à l'heure, ça ressemblait avec du marketing, mais toi, ton objectif, c'est
d'orienter une décision chez un client. Mhm. Moi, mon objectif, c'est d'orienter une décision chez mon coach ou chez mon directeur sportif. Même chose. On va parler de comment. Il y a plein de process qui peuvent être similaires. Ah, c'est les mêmes mécanismes. Ouais. Je pense qu'on s'est trop. Une des choses où on s'est beaucoup cassé les dents, et c'est pour ça que des fois le métier il a pris du temps à décoller, parce qu'on s'est énormément concentré sur la partie très scientifique de la chose, et pas assez sur la partie comment je communique ça. Et j'ai pas les clés, hein. Je suis pas en train de faire le mec qui dit j'ai les clés, je vais vous expliquer la vie. J'ai pas les clés, mais comment, tu vois, tu parlais de data journaliste, j'adore l'idée, tu vois. Je suis à 100% aligné. On s'est pas assez concentré sur comment maintenant je vais pousser cette information-là, tu vois. On est resté sur le sport scientiste qui va passer 3 heures à analyser ses données et envoyer un Excel à un coach qui va même pas le lire. Tu penses parce qu'on laisse ça aux médias aujourd'hui? Non, parce que ce matin, je lisais sur l'équipe, par exemple, on comparait c'était en rugby, les différents botteurs en équipe de France et leurs stats, et on laisse ça à un média de traiter cette information. Non, je pense que c'est la façon dont ont été faits les staffs depuis toujours. Ça a été entraîneur et entraîneur adjoint prépa. T'as mis un peu d'analyse vidéo, mais en fait, t'es quand même, t'as peu de diversité quand même, tu vois. Parce que généralement, le prépa, il a fait plus ou moins les mêmes études que ton entraîneur. L'analyse vidéo, plus ou moins la même chose. Et donc, t'as manqué de diversité. Et donc, comme t'as manqué de diversité, t'as manqué de nouvelles idées, et t'es toujours dans le même truc, de dire, on va faire ce bon vieux Excel parce que j'ai vu que mon ancien boss, il faisait ce bon vieux Excel et je te le ramène là et on fait la même chose. Et on a l'impression qu'on fait des trucs de ouf, mais on n'a pas révolutionné grand chose. Donc, tu vois, je trouverais. Après, c'est dur à vendre de dire à ton boss, c'est quoi ta deuxième recrue? Je veux un mec qui fait du market, tu vois. Ouais. Ouais, sur le sportif, ouais, ça va pas être super, mais. Ça doit faire partie d'une vision un peu plus longue, mais je pense que c'est effectivement clé pour la réussite du projet. Ouais. C'est comme tu disais, la diversité des profils qui fait que tu adresses tous les besoins, et c'est vers ça qu'on tend, je pense. Ouais. Complètement. C'est un truc dont je rêverais, c'est de me dire, écoute, j'ai un jour par semaine, je bosse avec un data journaliste, et tous les 15 jours, c'est pas un rapport qu'on va envoyer, mais c'est une newsletter interne, où on va raconter l'histoire de la charge d'entraînement, où on va raconter l'histoire de nos performances en match sous forme digeste, où le mec il va lire ça dans le bus ou sur ses toilettes et qui va se dire putain, j'ai chopé un truc, tu vois, il faut vraiment qu'on active. C'est vrai, il a raison, tu vois. Et je pense même tes supporters, ils seraient ravis de pouvoir lire ça parfois. Si tu as le droit d'en partager un minimum d'informations. Ouais, je suis entièrement d'accord. C'est important aussi, parce que tu vois, les supporters, c'est des fans de foot, ils sont en recherche d'informations sur leur club, ils vont aujourd'hui les chercher dans les médias, et le club a aussi une opportunité de reprendre un peu la parole sur ces sujets-là. Ouais. Et tu as raison sur un truc, David, hein, c'est qu'on a beaucoup laissé ces sujets-là aux médias. Et le club, la position pendant très longtemps, ça a été non, on dit rien, on communique pas sur les performances parce qu'on se protège, etc. Tu peux pas te protéger. Ta performance, les gens ont l'information, elle est décortiquée par des milliers de personnes. Donc le mieux que tu puisses faire, c'est ok, moi j'ai plus d'informations que les autres parce que j'en ai chez moi qui sont inaccessibles. Je vais aussi délivrer un message. Et ce message, il va m'être bénéfique en termes d'image, en termes de proximité avec les fans. Et c'est un vrai sujet. Mais le problème, et c'est un truc auquel Mathieu, je pense, est confronté tous les jours, c'est que c'est un tel changement de culture pour le foot que ça prend beaucoup de temps. Le foot professionnel, ce qu'il aime, c'est être refermé sur lui-même. Il est dans des centres d'entraînement qui sont loin des centres-villes pour que ce soit difficile d'y aller. Il y a des barrières tout autour des terrains. Les entraînements sont pas ouverts au public. Et donc, tu vois, ça dénote de la manière dont travaille le foot. Il va falloir, je trouve que ça se fait aujourd'hui, il va falloir que ça s'ouvre beaucoup plus, que tu aies une forme d'harmonie aussi avec le média qui est souvent vu comme un mal nécessaire en France, alors que c'est pas un mal nécessaire, il fait partie de l'écosystème, que tout ça se normalise un petit peu, et je pense que comme ça tu progresses. Pas mal de pistes de réflexion et de nouveaux sujets pour les prochains épisodes, Mathieu. Absolument. Ok, et j'ai une dernière question avant qu'on arrête cet épisode. C'est quoi les références aujourd'hui dans le milieu? Donc on a parlé de l'AFL en Australie, etc. Mais si on prend un club, on va rester dans le foot.
Si on prend les clubs de foot qui sont très en avance en Europe, c'est qui? Alors, si je les cite pas, je vais me faire. Alors, City qui fait très bien les choses. C'est indéniable. Alors, ils sont. Alors, t'as d'un côté le côté très tu sais qu'ils sont très bons sur Analytics, mais en même temps c'est très opaque, tu sais pas du tout ce qu'ils font. Mais ils ont fait vraiment une équipe de rockstar avec Brian Prestige. Ils ont été vraiment eux. Ils ont été chopés. Donc Laurie Shaw qui était à Harvard, Brian qui bossait chez Tableau. Ils ont Ravi Mistry qui était Tableau Zen Master qui a pu être distinction dans le truc. Ils ont vraiment été chercher des mecs très très bons et ils sont très bons. J'aimerais envie de dire Barça, mais là ils ont une fuite des talents qui est énorme récemment avec Ravi Fernandez qui est parti, Raúl Peláez qui est parti il y a peu de temps. Très honnêtement aujourd'hui je sais pas ce que ça vaut, à part leur innovation hub, mais derrière ça je sais pas trop ce qu'ils mettent en place. Liverpool avec l'équipe sur le scouting indéniable avec l'équipe de Ian Graham et compagnie, ils sont très très forts. Je pense que sur la partie hyper physique, t'as Red Bull, le groupe Red Bull. Ouais. Alors, encore une fois, ils font des choses bien, mais je pense qu'ils sont dans une position de vraiment changer la façon de faire les choses dans les années à venir s'ils sont assez smart, parce qu'ils possèdent à la fois de la F1, tu vois, on parlait de diversité, mais ils possèdent de la F1, ils possèdent un des top centre de performance humaine au monde avec Red Bull. Ils sont très bons sur la data foot. Ils ont de la possibilité s'ils arrivent à mutualiser tout ça, ils feront quelque chose qui sera extraordinaire. Après, sur le développement des talents, il y a Benfica et il y a un mec dont on parle pas assez qui s'appelle Suds. Je dirais pas c'est Sudarshan Golaparchian. Bon, si Pas mal. ça va, Ça va, tu. pas mal, ça va. Ouais, ça va, tu m'expliques. Mais bon, si, il va m'appeler, il va me tuer. Ils ont une approche de la data qui est moi j'aime beaucoup, qui est très pragmatique. C'est pas très fancy, mais en tout cas sur le développement des talents et ce qu'ils font en termes de valo des joueurs et de transfert entre la data et les décisions au jour le jour, ils sont top. Et c'est pour ça qu'ils ont sur leur balance des transferts, ils sont toujours en positif. Hein. Donc ouais, c'est les 4-5 gros clubs qui avancent fort selon moi. J'en ai pas cité un en France, c'est très triste. Mais ouais, non, ça avance fort. Ça avance fort et c'est toujours ce que je disais moi, mais à mes dirigeants à l'époque, c'est que si on n'arrive pas à s'en rendre compte maintenant, ces gros clubs vont investir de plus en plus là-dedans. Donc déjà pour les rattraper, ça va être fini. Et en plus, ils ont des courbes d'expérience qui va faire que plus ça avance, plus le fossé qui va se créer va être exponentiel. C'est encore le début. Tu vois, on a vu plein de choses superbes. Et tu vas dans les confs, tu vois plein de choses super sexy. Mais ce qui le vrai game changer, je pense, c'est qu'aujourd'hui on a rendu les analytics dans le foot hyper sexy. Et donc, tu te permets de re-attirer des talents phénoménaux. Aujourd'hui, les meilleurs ont envie de bosser dans le foot. Et ça, je suis d'accord avec toi, c'est un vrai game changer. Ouais. Le seul problème, c'est que les meilleurs ont envie de bosser dans le foot et après 2 ans, ils ont plus envie d'y bosser. Il faut encore que nous, on apprenne en tant que club de sport, c'est comment ces talents peuvent arriver. Comment tu les gardes? Comment tu les gardes, comment tu arrives à les garder motivés et comment... Mais ça a trait au changement culturel un peu plus global pour le foot dont on parlait avant. Pour l'industrie, ouais. Pour l'industrie. C'est l'industrie qui se structure. Soyons positifs. Exactement. Absolument. Finissons sur une note positive. Ouais. Et dernière question, plus à titre perso, dans ta vie italienne, qu'est-ce qu'on te souhaite pour les prochains mois, les prochaines années? Écoute, déjà de bien parler l'italien. Tu vois, déjà ça m'aidera beaucoup. Une remontée rapide en Serie A, ça on le souhaite pour le club et pour le groupe. Et puis non, ben nous, écoute, je pars du principe que chaque expérience est une super opportunité pour apprendre. Donc il se passe plein de choses en ce moment.
c'est hyper riche. Donc voilà. Hein. Alors, on souhaite une remontée historique pour le club. On te souhaite de bien apprendre l'italien. On te souhaite de t'épanouir dans tes fonctions. Voilà, et d'avoir un beau projet qui se développe. Tu vois, une remontée, mais qui soit basée sur une bonne approche basée sur, on va dire, data ou evidence-based, quoi. Très clair. Le projet qui aboutit comme il a été annoncé au départ. Exactement. C'est toujours ça. Alors, très cool. En tout cas, merci beaucoup. Et ouais, ce que je disais un petit peu plus tôt là dans l'épisode, je m'attendais pas à ça quand on a commencé cet épisode. Pour les auditeurs, j'ai découvert la ligne édito assez tard parce que à la base, ça devait être JB qui devait le faire, mais sa petite est malade aujourd'hui et j'ai découvert l'édito quelques minutes avant de tourner ce podcast. Un épisode qui devait être très orienté sport performance, mais pas que finalement quand on l'écoute et quand on l'analyse. À notre tour, on va faire de l'analyse. Donc merci beaucoup pour ça. Je pense qu'on a amené aussi plein d'autres sujets qu'il faudra qu'on réfléchisse sur du plus long terme. Ma dernière question, Mathieu, si on doit inviter quelqu'un dans ce podcast, tu aimerais écouter? Écoute, si vous voulez parler vraiment perf, Martin Buchette ou Yann Lemeur qui sont respectifs, qui étaient à Paris Saint-Germain, maintenant à Lille, et Yann qui est à Monaco, qui sont des monstres sur la partie vraiment perf et sciences du sport. Monaco a récupéré vient de recruter une personne qui s'appelle Vignesh, qui est très bon aussi. Attendons qu'il parle un peu français et ça vaudra le coup de le faire venir. Ça va faire venir un Luc Borne qui est co-owner du Toulouse FC sur la partie analytique, qui vous fera un des meilleurs épisodes de votre vie. Hein. Merci Mathieu pour cet épisode. Toujours un plaisir. Merci à vous. Et merci aux auditeurs qui ont tenu plus d'une heure. Salut les gars. À très bientôt. Ciao. Ciao. Le corner.